Y a-t-il vraiment discours de haine envers certains candidats à la présidentielle? Y a-t-il attaque pour atteindre à la vie de certains candidats à la présidentielle? Nous parlons du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous allons parler également de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Comme vous le savez, le week-end a eu lieu le sommet extraordinaire de la SADC, dirigé par le président en exercice Joao Lourenço. La République démocratique du Congo veut avoir une force de la SADC pour venir participer à la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. 3 pays sont déjà prononcés favorables au déploiement de cette force. Entre-temps, les forces de l'EAC vont devoir plier bagages début décembre 2023, soit dans une année précise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Comme vous le savez, comme vous l'avez compris, on parlera des 2 thématiques, le processus électoral et la question sécuritaire de l'Est de la RDC. Et nous recevons un cadre du parti présidentiel UDPS, M. Edouard Kabouaï. Il est représentant de l'UDPS en Angola, mais pour le moment, il est à Kinshasa. C'est avec lui que nous allons interagir autour de ces 2 thématiques. Monsieur Edouard Kabouaï, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue dans votre maison Congo Buzz. Merci beaucoup, mon très cher Dan, pour l'invitation. Ça a été toujours un honneur pour moi, surtout quand nous venons auprès de vous pour parler avec la population. Tout à fait. Donc, la population a besoin d'être actualisée sur quelques indices d'actualité, parce qu'ils en savent déjà les primaires. Mais néanmoins, nous, quand nous venons en tant que les acteurs politiques, nous y ajoutons peut-être quelques sources qu'ils ont besoin vraiment de savoir. Ça veut dire que nous ne sommes pas plus que eux, on n'est pas aussi intelligents plus que eux, mais nous essayons tout simplement de nous actualiser sur des sources sûres, afin que l'information soit une information viable et fiable. Dès que vous la communiquez à la population, je crois que tout le monde est sûr et certain que cette information vient d'une source sûre. Et pour moi, vraiment, j'étais toujours honoré, surtout quand je me présente devant vous. Oui. Un journaliste qui n'est pas le moindre aussi, ça nous devons le dire. Puis surtout Congo Buzz aussi n'est pas n'importe quelle chaîne. Disons-nous des choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, Congo Buzz est en train de se distinguer parmi tant d'autres chaînes parce que c'est une chaîne intelligente. Merci beaucoup. Donc quand vous passez ici, il faut être intelligent, savoir décrypter la politique et l'actualité, et puis enfin entrer en profondeur avec les communs des mortels. Donc voilà, nous sommes là. Surtout que c'est le peuple qui avait besoin de nous, que nous venons encore. Et nous les remercions pour cette confiance. Et nous saluons aussi, effectivement, les téléspectateurs du Congo Buzz dans cette grande émission Entre les lignes. Merci beaucoup, monsieur Edouard Kabouaï. Nous saluons le promoteur de Congo Buzz Télévision, là où il se trouve, le président du CESAC, Christian Bossembe, qui ne cesse de nous soutenir pour que nous puissions arriver dans vos maisons à travers ces genres d'émissions. Monsieur Edouard Kabouaï, on va commencer par, avant qu'on nous prenne d'abord les 2 thématiques d'entrée de jeu, nous sommes à quelques mois, pas quelques mois, mais quelques semaines de la présidentielle, presque 1 mois et demi déjà, qu'on va aller voter le 20 décembre. Les populations qui iront voter, pourquoi iront-elles voter le président Tshisekedi? Quelles sont les raisons pour lesquelles le président Tshisekedi mérite-t-il un second mandat? Les raisons principales. Effectivement, parce que d'abord, il faut lui féliciter, lui qui est le respectueux des tests constitutionnels, parce que du moment que nous avons pris aux élections, qui est une phase irréversible de notre République, alors il y avait les oiseaux de mauvais augure qui étaient dans les calculs politiciens, qui croyaient qu'il y aurait un glissement, et puis enfin, nous aurons un dialogue. Nous allons nous retrouver autour d'une table pour nous partager les gâteaux, etc. Or, ce qui n'était pas la démarche de l'UDPS. Nous, l'UDPS, nous sommes de ceux qui ont mouillé le maillot et nous sortons même de cette moule électorale. Parce que une élection exprime la volonté populaire. Et surtout que c'est un suffrage universel et direct. Et nous avons voulu que les élections, vraiment pour nous, soient quelque chose qui n'est pas un tabou, qui doit vraiment être démise à chaque moment où la Constitution donne les mandats et les délais
comme nous le savons avec vous, que la Constitution, les constituants se sont convenus pour donner à celui qui doit présider à la destinée de notre pays un 5 ans renouvelable qu'une seule fois. Mais maintenant, pourquoi les élections? Les élections, c'est une demande des dirigeants aux dirigés. Je suis président de la République. Je suis le législateur. Est-ce que j'ai fait mon travail tel qu'il se doit? Est-ce que je mérite encore votre confiance? Et ça, vous avez vu que le président Félix Tshisekedi a tenu bon à ce que nous sortons avec ça dans notre école de tshisekédisme, comme ce que je vous ai toujours dit, parce que dans le tshisekédisme, qui est toute une doctrine, le fait patriarche Étienne Tshisekedi nous a enseigné le respect des délais constitutionnels qui se passe par un processus électoral, et à cela, c'est le souverain primaire à qui il doit vous renouveler sa confiance. Voilà pourquoi nous sommes dans cette course ici. Alors, votre question est basée. Pourquoi le peuple doit retirer sa confiance à Félix Tshisekedi? Le peuple doit retirer sa confiance à Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi en soi, il devient un lueur d'espoir pour ce peuple. Or, là où il y a l'espoir, même il y a un adage qui dit l'espoir fait vivre. Vous réitérez. Effectivement. Pas retirer, mais réitérer. Réitérer. Voilà. Donc, c'est-à-dire que cette confiance qu'ils ont rééditée en 2018, parce que vous savez que c'était un peu très compliqué, nous qui venons d'entrer en 2018, et que la population a voulu à ce que Félix Tshisekedi préside à la tête de ce pays. Et c'est cette population que nous demandons encore de réitérer encore leur exploit en 2023. Pourquoi? Parce qu'il trouve en Félix un lueur d'espoir, comme je me suis répété à tout à l'heure. Et puis il trouve en Félix la compétence et un leadership clairvoyant. La compétence s'exprime par la bonne volonté. Et cette bonne volonté se matérialise dans une vision que le président de la République amène et qui se concrétise dans un programme du gouvernement. En Félix Tshisekedi, il y a un Congo nouveau. En Félix Tshisekedi, il y a les infrastructures. En Félix Tshisekedi, il y a la revanche du sol sur le sous-sol. En Félix Tshisekedi, il y a un budget rehaussé. En Félix Tshisekedi, il y a le partage équitablement de nos ressources. Est-ce que pendant les 5 ans, le peuple d'abord a-t-il été au rendez-vous? Parce qu'on se souvient, le jour de la prestation de serment du président Tshisekedi, cette chanson qui est devenue mythique aujourd'hui, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Est-ce que le peuple a-t-il été au centre de ces 5 premières années du président Tshisekedi? Je peux vous confirmer, mon très cher journaliste, vous pouvez prendre votre micro baladeur, va interroger le commun des mortels. Le peuple d'abord était au centre de la vision du président Félix Tshisekedi parce que nous sommes de ceux qui savent mieux que pour développer un pays, il faut d'abord développer ses capitales humains. On ne peut jamais parler d'un développement d'un pays sans pour autant toucher l'homme, parce que l'homme est au centre de tout développement. Et chez nous, à l'IDPS, notre slogan, c'est le peuple d'abord, parce que c'est c'est le peuple qui est roi, c'est le peuple qui est prince, et c'est le chef, donc c'est lui-même qui est même le chef de ses propres terres. Vous allez voir avec nous, très chers journalistes, le peuple d'abord, qui n'était pas un slogan, qui était une vision qui s'est matérialisée, nous avons pris à bras le corps les dispositions de l'article 43 de la Constitution. Et cette disposition a demandé aux gouvernants à ce que tout fils d'un Congolais de père et de mère doit rentrer dans le système scolaire, étudier gratuitement. Pourquoi? Parce que son pays est riche en tout. Je dis bien en tout. Nous n'avons pas une richesse que le Congo n'avons pas. Et ces richesses se créent même du jour au jour que nous sommes avec vous. Et vous avez remarqué, vous avez su même les rapports de la Banque mondiale qui nous a félicités parce que nous avons remis sur le système scolaire plus de 6 millions d'enfants de Congolais de père et de mère pour être inscrits sur un banc de l'école, apprendre les ABC, parce que à notre futur, quand même ces régimes
dans la jeunesse. Or, la jeunesse, nous avons toujours dit avec vous, c'est le futur de demain. Donc, c'est vraiment cette population qui doit rebondir demain. Et nous avons remis ces enfants ici dans le système scolaire. Chose qui était vraiment un peu compliquée pour des parents qui étaient d'abord démunis. Vous savez, avec des régimes précédents, qui ont clocharnisé tout un peuple, afin que les démunis n'aient pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans le système scolaire. Voyez-vous, cette disposition, tout simplement, veut vous traduire en réalité que nous sommes de ceux qui ont pris à bras le corps, ce que nous avons dit, le peuple d'abord. Vos détracteurs parlent d'un échec quand ils font allusion déjà, par exemple, à la dévaluation de la monnaie congolaise. Ils disent que quand vous avez pris le pouvoir, le taux du dollar, le dollar se changeait à 1600, 1650, mais aujourd'hui, le franc congolais a perdu une partie de sa valeur, une partie de sa valeur. Et que cela est une traduction que, du point de vue social, les fonctionnaires de l'État ont perdu leur pouvoir d'achat. Que répondez-vous à cela? Ce sont les gens qui... Parce que quand une personne touche par exemple 1 million de francs, où le dollar est par exemple, 1 dollar est à 1600 francs, quand il touche le même montant, quand le dollar est à 2500 francs, ce n'est pas le même salaire. Avant l'avènement de l'UDPS au pouvoir, par l'entremise de Félix Tshisekedi qui est fils de PES, n'avons-nous pas connu avec vous une crise de la pandémie Covid-19? De deux, n'avons-nous pas connu des crises, des invasions, notamment ce que nous sommes en train de vivre avec vous aujourd'hui, l'invasion russe en Ukraine. Vous savez, les potentialités économiques qu'en détient l'Ukraine. Et vous êtes en train de voir aujourd'hui, il y a une guerre entre la Palestine et l'Israël. Et je crois que nous sommes de ceux qui sortons d'une situation catastrophique dont nous maîtrisons les ancrages, très cher Dan. Parce que le régime précédent, si vous vous rappelez bien, vous avez une très bonne mémoire, ce sont des gens qui ont travaillé sur toutes les lignes dont il n'y avait pas une situation confise dans le monde que nous sommes en train de vivre avec vous, parce que nous devons voir les deux pieds sur terre. Il n'y avait pas de crise, mais à cette époque, je voulais révéler à nos compatriotes que le taux d'échange le plus cher à l'époque, pendant que d'autres pays étaient stablement économico-stables, en tout cas, le taux d'échange qui était rehaussé à 1600 $, c'était tout simplement en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'un pays qui ne produit pratiquement pas, qui vit tout simplement des importations, cher Dan, ne peut jamais avoir la maîtrise sur le taux d'échange monétaire. Et la crise qui se passe actuellement, ce n'est pas une crise en République démocratique du Congo, c'est une crise économico-mondiale. Mais vous allez voir les efforts du gouvernement Samalou Kondé, parce que ce gouvernement a eu la maîtrise, c'est ce que nous appelons avec vous le cadre macroéconomique. Aujourd'hui, allez partout dans le monde, en France, aux États-Unis, en Angola tout près de chez nous ici, moi qui viens de là, je vous dis que vous trouverez 100 $ à 120 000 kwanza, qui veut dire que c'est rehaussé à un prix où il y a une crise dont les gens peuvent se bouffer entre eux-mêmes. Mais ici, chez nous, vous allez voir, la maîtrise de ce cadre économique a fait que nous ayons aussi la maîtrise sur les taux d'échange. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pourquoi on peut parler sur le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, c'est quand les fonctionnaires n'ont pas leur salaire. Mais le gouvernement ici de Samalou Kondé fait un effort à ce qu'un fonctionnaire, qu'il soit effectivement reçoit dans des banques au moment et à l'heure opportune par rapport à son salaire. On parle du pouvoir d'achat, c'est quand il y a l'argent en circulation. Ceux qui peuvent faire circuler l'argent, ce sont les fonctionnaires de l'État. Mais à part ça, il y a dans votre famille politique, l'Union Sacrée, un des cadres, notamment, comment il s'appelle, Steve Mbikaï, qui est sorti sur la place publique pour dire que le gouvernement Sama est un gouvernement qui a échoué lamentablement.
au sein de l'Union sacrée, il y a quelqu'un qui sort pour dire ça. Comment il peut dire, comment vous l'entendez, vous, au niveau interne? C'est-à-dire, entre vous, vous ne partagez pas les mêmes points de vue. Bon, ici, non, écoutez, nous sommes de ceux qui ont les ADN de la démocratie dans notre chair. Le sang qui circule dans nos chairs, c'est les ADN de la démocratie. La démocratie, vous voyez, l'Union sacrée, ce n'est pas copie conforme à Kingakachi avec FCC. Et dans l'Union sacrée, il n'y a pas l'autorité morale. Parce que quand vous avez une autorité morale, tout est dicté par lui. Mais dans l'Union sacrée, c'est ce sont les acteurs qui s'expriment. Oh, la démocratie, c'est quoi? C'est la tolérance de l'opinion de l'autre. Et là où s'arrête l'opinion de l'autre, commence aussi de l'autre aussi. Ça va ainsi de suite. Ouais. Alors si le camarade de Stephen Bikai a critiqué par rapport à la gestion de Sama Lukonde, etc., mais c'est de bon droit. Il doit que s'exprimer en tant que compatriote. Ce qu'il voit de bon, ce qui ne voit pas de bon. Et d'ailleurs, les critiques pour nous dans l'Union sacrée, c'est pour améliorer encore davantage. Parce que nous sommes redevables à ce peuple. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent ne pas rendre compte à ce peuple parce que nous sommes au pouvoir. Non. Ici, nous sommes les serviteurs du peuple. Le peuple doit savoir ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. Alors, s'il a dit, il a clamé, il a tiré la sonnette d'alarme, je crois que c'est à lui-même, le Premier ministre, de voir avec ses ministres sectoriels, nous devons améliorer ce qu'on nous a critiqué. C'est ça la différence entre l'UFCC et nous, l'Union sacrée. Ici, nous devons nous exprimer librement et pousser que les choses aillent de l'avant. Mais vous parliez de cette question de bilan. Ça sera compté sur les 5 ans dans l'ensemble ou vous allez vous limiter aux 3 ans de l'Union sacrée? Non, moi, je voulais que notre peuple sache. D'abord, elles savent mieux que quiconque que les 2 ans qui étaient à notre bénéfice a été gobé, que nous appelons des 2 ans de gâchis, dans des querelles inutiles, avec ceux qui ne comprenaient pas qu'on était déjà dans un changement. Parce qu'ils avaient voulu pérenniser les régimes, les systèmes qui allaient contrairement à un système que nous, on avait prévalu que ça puisse y être. Alors ces 2 ans est passé comme ça, on n'avait pas vraiment un bilan présenté à notre peuple. Mais nous pouvons toujours endosser parce que c'est dans les 5 ans, selon les termes constitutionnels. Mais s'il faut compter maintenant sur les réalisations que nous avons mis sur pied au bénéfice et à l'intérêt de notre peuple, comptons sur 3 ans, mon très cher journaliste. Disons-nous des choses de la manière dont ça doit être clarifié devant notre peuple. Mais les 2 ans ne peuvent pas être comptés. Ah, mais oui, mais effectivement, parce qu'en 2 ans, nous avons fait quoi? Est-ce que nous allons, ce peuple-là, nous attendait afin que nous puissions leur donner un bilan de querelle, leur donner un bilan de Djiva? Non. Le peuple attendait beaucoup à nous, l'UDPS, via le président Félix Tshisekedi, fils UDPS ici. Alors c'est ainsi qu'on ne peut jamais présenter un bilan de 2 ans, parce que tout le monde le sait. Donc c'était un des ans qui nous est passé outre, et maintenant, dans les 3 années qui est resté, ou dans les 3 années restantes, alors nous avons mis maintenant les bilans et notre vision a été matérialisée. À cela, on peut parler du bilan. Mais nous pouvons toujours endosser les 5 ans comme prévu dans les termes constitutionnels. Mais selon certaines indiscrétions, le pouvoir en place est en train de chercher à négocier et à renouer avec Joseph Kabila. Est-ce que cela est vrai? Il n'y a pas à négocier avec quiconque, surtout quand ça touche à la souveraineté de notre pays et à la survie de notre population, qui tant souffert. Il n'y a pas à négocier avec quiconque. Si Kabila était vraiment la personne la mieux placée pour faire mieux à ce que ce peuple vive mieux, et là, on pouvait parler dans l'hypothèse d'une négociation. Mais du moment qu'il a foutu dans la merde, nous n'avons aucune négociation à faire avec quiconque. Mais sauf que nous, dans notre esprit, parce que ça ne nous avait jamais traversé l'esprit pour voir qu'on venait dans une première expérience d'une passation pacifique ici du pouvoir, que nous, l'UDPS, nous avons appelé l'alternance pacifique, et qu'on voit quand même un président honoraire vivre dans son pays, vaguer dans ses occupations librement, bon, comprenez qu'il pourra
il y a de ceux qui l'ont pris en otage, ils ont mordu à la maison, et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Ce qui veut dire que pour nous, ce qui nous intéresse, le peuple est puissant que tous ces gens que vous pouvez citer. Le peuple est plus puissant que tous ces gens que nous pouvons citer. Parlons de la situation de l'Est de la RDC actuellement. Selon le programme alimentaire mondial, il y a plus ou moins un quart de la population congolaise qui souffre de malnutrition. Et la plupart de ces personnes sont dans cette partie du pays qui sont sous-alimentées. L'autre programme, l'autre rapport, c'est le rapport des Nations Unies, les experts des Nations Unies qui indiquent qu'il y a plus ou moins 7 millions de déplacés internes. Ça serait un niveau très élevé aujourd'hui. 7 millions de déplacés en interne avec tout ce que nous avons comme statistiques. Et on apprend aujourd'hui qu'il y a des territoires qui sont récupérés aujourd'hui. Les territoires jadis pris par les Wazalendo aujourd'hui sont en train d'être récupérés par les M23 et ils font cap vers Goma. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut dire que c'est parmi les faiblesses ou les éléments qui n'ont pas marché pendant cette gestion du pays? Non, moi je ne ferai pas cette lecture. Pourquoi? Parce que cette responsabilité de la malnutrition de notre population, ça doit être partagé, surtout avec cette nébuleuse communauté internationale qui n'a pas voulu laisser la souveraineté primer pour le bien-être de notre population et qui ont voulu toujours entrer dans les combines de nous imposer des dirigeants. Parce que cette démarche, je l'ai toujours dit, nous sommes de ceux qui étaient à côté du patriarche Tshisekedi Moulumba en 2011. Nous avons demandé à cette nébuleuse communauté internationale de laisser les Congolais qui sont déjà matis de se choisir ses propres dirigeants. Mais ils ont voulu nous imposer les non-originaires pour qu'ils tirent leurs bénéfices intérêts derrière tous ces parasites. Mais c'est ça ce qui a causé. Parce que vous allez voir, effectivement, pourquoi nous parlons de la malnutrition. C'est parce que notre sol n'a pas pris sa revanche sur le sous-sol. Mais pendant que nous avons des terres arables, mon très cher Dan, qui veut dire que 80. Donc, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui, et dans moins de 2 mois, nous avons des récoltes. Et vous avez vu avec cette histoire que nous sommes en train de clamer haut et fort, en demandant l'égide de la Cour constitutionnelle, le président Dieudonné Kamoleta, de nous récupérer nos plus de 250 millions du projet de Bukangalonzo. Parce que cet argent n'était pas prévu pour la peau d'une personne, mais c'était pour la survie de notre population qui en souffre. Aujourd'hui, vous allez voir dans les efforts qui impriment le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes allés même pour impulser quand même les services nationaux afin de nous donner quand même quelques maïs. Si vous suivez le général Kasson Kabou qui vous dit que dans leurs prévisions, ils sont en train de voir peut-être que nous ayons d'ici 4 ans ou 3 ans 500 000 tonnes de maïs, etc. Mais maintenant, ça ne suffit pas tout simplement. À l'est du pays que vous dites là, mon très cher Dan, moi je venais de là, ça fait 1 mois et demi. Et vous allez trouver que là-bas, on n'a pas besoin de cultiver. Ce sont cette revanche qui est en évidence. Mais comment transporter ces choses-là dans les milieux ruraux pour permettre à ce que tout le monde ait le droit de vivre, etc. On n'a pas les infrastructures routières, etc. Mais les efforts que nous sommes en train de mettre sur pied, là que nous pouvons féliciter le président de la République par rapport à ces efforts inlançables, c'est ce projet ambitieux que nous appelons PEDL 145 territoires, à ce que nous développions notre pays en commençant par la base jusqu'au sommet. Oui. Le développement d'un pays, ce n'est pas parce que beaucoup de dirigeants de ce pays, mon très cher journaliste, et ils voyaient que le développement du Congo, c'est Kinshasa. Mais non, la République démocratique du Congo, c'est dans toutes ces 26 provinces. Il faut développer ce pays à partir de la base. Et c'est là que nous sommes en train de nous imprégner avec quelques infrastructures routières, des dessertes agricoles d'ailleurs, pour permettre l'évacuation de ces denrées jusqu'à dans leur milieu où quand même la population peut en tenir. Mais vous-même, vous savez, cette communauté internationale, vous avez suivi le discours du président de la République, à qui je félicite et je salue au Congo-Brazzaville. Ils étaient en train de parler sur les jeux, etc. Mais dans cette hypocrisie, comment nous pouvons nous développer?
Du moment que s'il faut parler de l'Afrique, il faut que tous les fils de cette Afrique soient autour d'une table. Mais ils veulent nous diviser afin de tirer leur guerre. Mais nous sommes en train de faire un effort parce que le gouvernement ne vient pas pour se plaindre, mais le gouvernement vient pour répondre aux questions. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes dans la réponse des questions. Et dans nos prévisions, je crois que d'ici 2025, en tout cas cette histoire de la malnutrition, je crois que nous allons atteindre quand même des projections qui nous permettront à ce que notre population se retrouve dans la panier de la ménagère. Parlant de la question la question de l'insécurité dans l'Est de la RDC, on accuse le pouvoir de ne pas avoir de vision précise pour résoudre cette question de l'insécurité de l'Est de la RDC. Certains même disent que le pays avance un peu avec ce jeu de ping-pong. Tantôt ce sont les forces de l'EAC, tantôt c'est les forces mixtes RDC, UPDF de l'Ouganda, tantôt ce sont les Wazalendo, et aujourd'hui ce sont maintenant les forces de la SADC qu'on appelle pour venir résoudre la sécurité. D'aucuns pensent que la vision n'est pas claire pour résoudre cette question de sécurité. Est-ce que cette analyse qui est faite de part et d'autre est-elle fondée? Ce sont les prophètes de malheur, les gens qui tirent des ficelles à la survie de cette guerre-là. Regardez un leadership clairvoyant. Dans un corps d'un défenseur, le commandant suprême des forces armées. Beaucoup de gens qui pérorent de gauche à droite là, ce sont des gens qui disent des choses qu'ils n'ont pas vues, qui n'ont pas contemplé, qui n'ont pas palpé. Ils sont dans une vision de Kinshasa. Il faut aller à l'est du pays pour s'imprégner de la situation de la civile de notre population. Le président de la République a décrété l'état de siège. Mais c'était pour avoir le contrôle sur toutes ces incursions que nous vivons avec vous à ciel ouvert, en complicité d'ailleurs avec les fils de ce pays. C'est un fonds de commerce cette guerre-là. Voilà pourquoi nous l'appelons, c'est une guerre asymétrique, c'est-à-dire à multiples têtes. Vous pouvez attaquer la queue, mais le problème est sur les bras. Vous pouvez attaquer la tête, mais le problème est sur le ventre. C'est ça effectivement le problème. Beaucoup de traîtres sont dans cette guerre-là. Et ce qui a mis la situation pour que nous puissions en avoir clair, d'abord c'est l'état de siège, parce que l'état de siège nous a permis d'avoir le contrôle sur les mouvements militaires sur le terrain. Mon très cher Dad, moi je venais de l'Est du pays. J'ai vu de moi-même de mes propres yeux. Vous savez, avant que le commandant suprême décrète l'état de siège, les gens entraient dans leur maison vers 15h, 16h. Parce qu'à n'importe quel moment, il y a des attaques, des incursions de gauche à droite. ADF Nalu, Codeco, etc. Mais l'état de siège a fait que nous puissions avoir le contrôle sur tous ces mouvements. Et vous avez vu combien des ADF ont été traqués, combien de Codeco ont été traqués. Avant l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées dans notre pays ici, on avait plus de 220 souches de rébellion chez nous à l'est du pays. Mais le bilan réel de l'état de siège a fait que tout ceci soit réduit et que nous sommes restés avec 22 tout simplement juste des récalcitrants. Mais les kabylistes du PPRD, du FCC disent au contraire qu'ils vous ont légué un pays de 2 345 410 km². Mais aujourd'hui, le Congo n'a plus la même superficie parce qu'il y a des pans entiers des territoires qui sont aujourd'hui entre les mains des Rwandais. Mais ils vous accusent en disant que pour eux, c'est un échec de votre part. Que répondez-vous à ça? Mais d'abord, je n'ai pas accepté qu'un Congolais de Massimani me parle, sauf les kabylistes. Le malheur que nous vivons dans notre pays, c'est avec cet événement de triste mémoire, l'AFD dans notre pays, dans nos portes. Ils nous ont laissés avec quelques kilomètres carrés. Très cher Dan, en 2018, nous sommes allés aux élections. Est-ce que toutes les provinces ont voté? En 2013, vous avez vu la complicité internationale entre la Kabylie et leur mentor Paul Kagame. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir les inciviques là, le bras séculier de M. Kagame,
Chez nous, ils sont en train de totaliser aujourd'hui une année et quelques mois. Ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. L'objectif de Saint-Civique-là et tout ce qui les soutenait était quoi? Était de conquérir la capitale provinciale qui est Goma. Mais vous avez vu la force et la fureur de notre armée ici, outillée, formée, imprimée une nouvelle dynamique par le commandant suprême. Ils ont du mal à ne pas franchir ce qu'ils étaient en train de croire en affaire. Vous avez suivi vous-même pour savoir que le régime de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi fait face à une complicité internationale. Ça, c'est une réalité. On a suivi avec vous un secrétaire général des Nations Unies qui fait l'apologie d'une rébellion qui fait son incursion dans un autre pays. Et il a mis aux yeux de tout le monde, quiconque devra l'entendre, que l'M23, c'est une armée moderne. L'M23 a des armes sophistiquées. M23, il faut négocier. Mais quand nos armées, quand nos forces armées sont sur le terrain, ils sont en train de constater que ce n'est ni une armée moderne, ils n'ont ni des armes sophistiquées comme on nous a chanté par le secrétaire général des Nations Unies. Et les efforts aujourd'hui que nous sommes en train de récupérer nos localités jadis occupées par ces inciviques rwandais qui doivent retourner parce que cette guerre, nous devons l'expédier là où elle est venue. Parce que la respectabilité d'un pays, c'est quoi? C'est l'investissement dans ses forces armées. Et une armée capable de dissuader l'ennemi et de donner son feu et sa fureur jusqu'à la dernière retranchement de cet ennemi-là. Aujourd'hui, le cas... Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir la situation sous contrôle. Je vous dis la vérité très chère dame. La situation sous contrôle. Nos forces armées de la paix du Congo, elles sont en train de contrôler la situation à l'est de notre pays. On vient dessus. Mais si les forces armées sont en train de contrôler la situation, pourquoi le gouvernement cherche-t-il demande-t-il aux forces de la SADC de venir intervenir dans notre pays? Mais je vous dis que aucun pays du monde se suffit seul. Chef Dan, les États-Unis d'Amérique, réputés une grande puissance en armement, quand il faille pour la guerre, il a besoin des alliés. Et ce n'est pas une première. Nous, du temps des Zaïre, nous l'avons fait. En Angola, en Afrique du Sud, en Namibie et partout ailleurs. Et aujourd'hui, je peux même vous confirmer, en Angola, là où je viens, nous avons les gendarmes Katanga jusqu'au jour d'aujourd'hui, continuons à sécuriser les territoires angolais. Qui veut dire que la situation de l'Est du pays attire l'attention de la communauté sous-régionale. Pourquoi? Parce que la SADC en a aussi l'expertise, comme vous le savez, en 2013. Entre la SADC et l'EAC, laquelle des structures ou des organisations sous-régionales est-elle à même d'aider la RDC? Bon, nous, on avait cru que la force de l'EAC pouvait quand même prendre en compte la dangerosité de la situation qui traversait la pays du Congo. Pourquoi? Parce que les couches de rébellion que vous entendez parler à l'est de notre pays, il n'y a pas seulement les Ougandais. C'est le Rwanda, avec cette histoire de FDLR. C'est l'Ouganda, avec cette histoire des ADF. C'est Burundi, avec cette histoire des battoirs, etc. Et c'est même le sud du Soudan. Mais maintenant, toutes ces rébellions se retrouvent chez nous. Vous avez vu, et vous avez suivi même les informations, parce que vous n'êtes pas n'importe quel journaliste, vous êtes un journaliste d'investigation. Quand il y a les attaques en République du Congo, il y a aussi les attaques en Ouganda. C'est-à-dire que tous les pays de l'Afrique de l'Est souffrent de ces gangrènes. Et nous avons pensé dans notre diplomatie agissante de faire approcher nos amis afin que nous puissions mettre en contribution nos efforts pour que nous boutons dehors tous ces inciviques qui nous créent des problèmes en lieu place de vivre dans la paix. Mais nous sommes rendus compte effectivement que les amis n'étaient pas venus pour nous aider,
ils étaient venus pour s'enrichir avec nos richesses, faisant leur combine avec ces inciviques de M23, une rébellion avec 1000 têtes, Kagame consorts qui sont derrière cette histoire. Mais en tant qu'un pays souverain, nous sommes membres des Nations Unies. Et personne ne peut jamais venir nous dicter ses propres lois dans notre pays. Comment trouvez-vous la gestion du ministère de la Défense par Jean-Pierre Bemba, depuis qu'il a été installé au gouvernement? Bon. Comment jugez-vous la gestion de ce ministère de la Défense, du secteur de la défense de notre pays? Bon, je peux dire que jusqu'ici, le chairman est en train de faire bien son job. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de voir que les chamboulages que nous avons même dans l'armée, c'est par rapport à ce qu'il reste aussi dans le principe de mettre un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ça ce qui fait à ce que nous puissions avoir le contrôle aujourd'hui et remettre la souveraineté à notre population. C'est pourquoi vous voyez nos compatriotes de Ouazalendo qui ont pris leur destin en main. Nous sommes à la défense de notre patrie. Et d'ailleurs, là, je félicite le ministre de la Défense, mon très cher journaliste. Laissez-moi vous révéler cette histoire. Il est celui qui a proposé dans un conseil des ministres la loi des récidivistes. Ce qui veut dire que tout le monde qui a la connaissance en la matière sécuritaire, etc., il a demandé à ce que ces gens soient incorporés dans un corps militaire appelé les récidivistes. Et ils ont la même équitabilité de moyens et de forces. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la défense de leur patrie. Qui veut dire que, voilà, les réservistes. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans des cas des incursions, des invasions comme ça, nous prenons notre destin en main. Et cette proposition a été ordonnancée dans le conseil des ministres. Et puis les choses sont en train d'avancer. Les Ouazalendo sont des réservistes ou c'est un groupe d'autodéfense? Non. Selon l'ordonnance loi proposée par le ministre de la Défense, ils sont dans un corps de récidivistes. Ce n'est pas un groupe d'autodéfense. Non, non, ils peuvent être autodéfense parce que tout Congolais doit être dans ce corps de défense de sa patrie. Mais néanmoins, parce que comme vous le savez, dans un pays démocratique comme le nôtre ici, tout doit être ici d'une loi ou d'une proposition de loi. Et pour le moment, les Ouazalendo, ils sont dans ce corps-là, reconnus par l'ordonnance loi. Et chaque Congolais, là où il doit être dans un corps de défense de sa patrie. Et voilà pourquoi quand ils sont à l'offensive, mais ils sont dans ce corps-là. Mais par rapport à l'ordonnance présidentielle, plutôt à l'ordonnance du Conseil des ministres, ils sont dans ce corps-là des réservistes. À quand le retour de partis pris ou de partis qui ont été récupérés par les M23, quand est-ce qu'on peut les récupérer ici chez nous, du côté RDC? Quand est-ce qu'on peut récupérer? Non, à très bientôt, notre intégrité territoriale sera effectivement et effective. Pourquoi? Parce que il y a des localités qui ont été occupées, qui est en train d'être récupérées par nos compatriotes de Ouazalendo, qui ont quand même la connaissance en la matière, et puis les autres localités dont les forces armées de la République du Congo ont les contrôles sur ces localités-là. Ce qui veut dire que ce n'est pas encore une histoire de 4 matins, de 5 matins. Je crois qu'en 2 matins, vraiment, nos territoires seront récupérés. Mais il faut savoir que ce sont des matières purement techniques de la défense de la patrie. Ça requiert vraiment beaucoup d'indices et beaucoup de tact pour récupérer. Mais à ce que nous voyons avec vous aujourd'hui, la montée puissante de notre armée qui est occupée et équipée maintenant, je vous dis mon très cher Dan, d'ici demain matin, nos territoires nous reviendront à 100%. Parlons enfin, pour finir, du processus électoral en République démocratique du Congo avec cette descente de Martin Fayulu dans l'espace Kassai. Il a été d'abord à Chikapa, ensuite à Kananga, où il a essuyé quelques jets de pierre. Après, il est allé à Kananga. Aujourd'hui, il est déjà rentré à Kinshasa depuis quelques heures. Il est à Kinshasa. À part Martin Fayulu, il y a notre candidat qui était passé dans les mêmes espaces, espace Kassai à Kananga, où il était aussi lynché par un groupe de personnes. Il y a cette déclaration du gouverneur du Kassai qui faisait savoir que d'autres candidats ne viennent pas mettre leurs pieds ici au Kassai. Cette province appartient au président Félix Tshisekedi. Ça avait créé un tollé général un peu partout au pays. Comment interprétez-vous ces actes? Non, d'abord, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui ont voulu mettre lui dans les faits, tordre le sens de l'allocution du gouverneur du Kassai central.
Je vous mets John à Kabea. défi, John Kabeshikai. Prenez vraiment, très cher Dan, son discours. Qui ne le sait pas. Il n'a pas dit que les d'autres candidats ne mettent pas leurs pieds ici. Lui, il a parlé d'une réalité que nous connaissons avec vous. Qui ne sait pas dans ce pays, le Grand Kasaï est toujours et a été un fief traditionnel de l'UDPS. Qui ne le sait pas. Et le gouverneur de la province du Kassai central a demandé aux militants d'accueillir tous les candidats comme il faut, comme il faille, mais ils doivent mettre dans leur tête que ici, c'est le fief de l'UDPS. Comme vous le savez, dans tout le cycle électoral, en 2011, en 2018, s'il faut compter le suffrage universel direct qui a fait que Félix soit président de la République, mais c'est le Grand Kasaï. Et ça, c'est le discours que le gouverneur a mis à impulser, parce que certains leaders politiques, il doit quand même vacciner son peuple. Parce que, comme vous le savez, au Kasaï là-bas, tous les partis sont représentés, bien évidemment. Il n'y a aucun parti qui n'est pas représenté. Et d'autres leaders qui font les descentes là, qui ont été léchés. Mais c'est tout simplement, ils ont voulu récupérer l'irrécupérable pour tordre le centre discours du gouverneur du Kassai central. Or, en réalité, il lui a demandé la vigilance à nos combattants, que nous demandons d'ailleurs de rester vigilants, parce que les élections s'approchent. Nous avons un ticket gagnant, c'est Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Vous pouvez aller voter d'autres candidats que vous voulez, parce que nous sommes en démocratie. Mais néanmoins, nous avons notre ticket gagnant. Alors tout ça, c'est une fuite en avant. Ils n'ont pas l'offre à donner à la population kanangaise ou mbushimayenne. Ça, je vous dis vrai. Martin Fayulu accuse les jeunes de l'UDPS. Que ce sont les jeunes de l'UDPS qui ont été instrumentalisés, qui ont attaqué son cortège. Vous savez, quand un leader n'a pas la maîtrise sur ceux qui l'accompagnent, et voilà, ça donne tout ce qu'ils sont en train de dire dans les réseaux et puis dans la presse, etc. Un leader, il faut se peser. Vous savez que la RDC a la dimension gigantesque d'un éléphant. Maintenant, quand vous voulez battre campagne, il faut d'abord prendre en compte effectivement, avez-vous la capacité de mobiliser plus de 100 millions derrière vous? Ou plus de 10 000? Ou plus de 20 millions? Etc. Pourquoi? Parce qu'on est une population qui se mesure à peu près à 100 millions d'habitants. Mais est-ce que vous avez cette capacité-là? Non. Les combattants de l'UDPS sont bel et bien éduqués. Ils n'ont pas l'habitude là. Ce sont leurs malfrats qu'ils veulent mettre, infiltrer dans les groupes des accompagnateurs pour prendre cette épithète et puis enfin dire que c'est l'UDPS. Non, non. L'UDPS laisse chacun faire sa campagne comme il faut, comme il se doit, et notre temps aussi sera là. Mais caillasser, attaquer, non, ce sont les inciviques, ce sont des choses que nous avons vues avec vous ici. Quand la Mouka décrétait la marche, vous avez vu, ils étaient en train d'enrôler même les mineurs dans leur marche là. Qui veut dire que vous êtes essoufflés, vous n'avez pas la capacité de mobiliser, il faut faire quoi? Il faut enrôler. Combien de fois vous avez suivi M. Fayulu qui a envoyé ses militants de caillasser, d'attaquer les gens de l'ordre, la police congolaise bien évidemment. Vous avez vu quand ils ont passé sur Pain Victoire, comment ils ont léché les mamans qui... D'abord les pauvres mamans qui vendaient tout simplement du pain. C'est un monsieur qui est congénitalement habitué à des massacres, à des confusions, avec des discours ethnico-tribalo. Il n'a aucun discours, il n'a aucune offre, il n'a rien dans sa tête là. En tout cas, c'est un monsieur qui tergiverse de gauche à droite, mais tout ça, il veut mettre ça sur le dos de l'UDPS. L'UDPS est très bien éduqué, ses combattants observent la ligne directive que nous trace par notre général des troupes, Augustin Kabouya Chilumba, et je crois que tout ça, ce sont les faux fouillards. Ils doivent se préparer. Je vous avais dit très cher Dan une fois, ces gens n'étaient pas préparés pour aller aux élections. D'accord. C'est une paire qui sont en train de vouloir insinuer des choses dans la population, mais rien de l'UDPS là-bas. Merci beaucoup, monsieur Edouard Kabouya. On va finir. Dernière question, en tout cas, pour finir. Il y a 26 candidats à la présidentielle, donc 25 candidats vont devoir affronter le président Tshisekedi le 20 décembre. Alors, je vais vous citer 3 noms. J'aimerais que vous me dites celui qui peut être challenger du président Tshisekedi ou celui qui
qui peut rivaliser fortement avec lui. Je m'en vais citer, premièrement, Denis Mukwege. Deuxièmement, Moïse Katumbi. Troisièmement, Martin Fayulu. Parmi les trois, qui est le plus... qui peut prétendre être le challenger du président Tshisekedi, puisque pour vous, c'est le président qui va l'emporter. Qui peut prétendre être le challenger? À cette question-là, mon très cher Dan, je vous dirais d'abord que c'est ici que ce qui est resté dubitatif ou ceux qui ont été dubitatifs, c'est la compétence et l'expertise en la matière électorale de M. Denis Kadima. Et il les a prouvé le contraire. Pourquoi? Parce que vous avez vu, nous allons dans une élection inclusive, qui veut dire que tous les candidats présidents de la République qui veulent détrôner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la mastodonte RDC, ils ont été retenus et puis ils sont là comme challengers. Mais les candidats que vous venez de citer là, mon très cher Dan, je peux vous dire que je ne vois pas un candidat qui a le poids de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire qu'ils ont un peu de poids plume, ils ne représentent pas du tout rien. Qui est celui qui peut être en deuxième position? Bon, en tout cas, je ne vois pas vraiment la deuxième position, soit peut-être dans les partages de pourcentage, il faut s'attendre de 1%, 0%, et puis on peut diviser aussi les 0,0. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un candidat, il faut avoir le bilan, il faut avoir une offre. Parce que ce sont ces électeurs-là, par rapport à ta vision, par rapport à ton offre, qu'ils vont constater effectivement qu'on peut lui retirer la confiance ou on peut lui confier cette responsabilité du pays. Mais entre les trois que vous me citez, vous allez voir que leur parcours politique d'abord est totalement à l'opaque. Et puis, ils n'ont pas vraiment le bilan devant ce peuple que nous sommes en train vraiment de réveiller aujourd'hui. Et c'est là que moi j'ai peur. Ça, je vous dis la vérité. À la publication des résultats, vous allez attendre 84%, 85%. Parce qu'au regard de nos bilans que nous avons, il n'y a pas vraiment un candidat capable de rivaliser Félix Tshisekedi. Du moment que nous n'avons pas une opposition même très forte. Même s'il y a une candidature commune. Même s'il y a une candidature commune. Même si il peut, ça je vous dis vrai, mon très cher Dan. Même s'ils peuvent prendre Emmanuel Macron être président de la CENI, ils seront bâtis à plate couture d'ailleurs, je vous dis. Même s'ils peuvent prendre M. Kabila, lui mettre comme président de la CENI, ils seront bâtis à plate couture. Dans la liste des règles de l'art. Ah mais je vous dis vrai, mais vous allez aux élections, vous allez devant les électeurs. Les électeurs là n'ont pas besoin de bons discours, n'ont pas besoin que vous puissiez les inventer, que moi je suis le prix Nobel. Ils ne mangeront pas ce prix Nobel là. Ce sont tes propres titres à toi qui a tes propres intérêts. Mais la population a besoin de voir dans les paniers de la ménagère, effectivement, qu'il y a la nourriture. Et c'est les bilans là qui vont comprendre tous ces candidats que vous voyez là, et surtout qui n'ont pas vraiment de bilan à ce qu'ils doivent vraiment présenter devant le peuple. Merci beaucoup, M. Edouard Kabouaï, d'avoir répondu à notre invitation, surtout à nos questions. Les téléspectateurs vous ont demandé, donc nous vous avons eu dans cette émission pour répondre à leurs besoins. Merci d'avoir été avec nous. Ce n'est pas la dernière fois. On va certainement vous appeler très très bientôt également pour que vous puissiez répondre. Peut-être bientôt nous allons prendre peut-être dans le débat de grande tribune. Effectivement, mon très cher Dan, je tiens à vous remercier encore une fois de plus pour la marque de considération surtout. Tout à fait. Et puis à notre population qui nous ont vraiment confié ce devoir de les tenir informés, de les tenir au parfum des avancées politico que nous avons dans notre pays. Sinon, je reste vraiment bel et bien disposé pour Congo Baise, notre chaîne qui valorise la jeunesse, effectivement. Merci beaucoup, M. Edouard Kabouaï. Merci beaucoup à Homo Fortis Elika, Jemima Panzou, Christine Mbouka de m'avoir accompagné. Cette émission est complètement terminée. À toutes et à tous, merci également d'avoir été avec nous. À très bientôt.